Voilà, sans plus attendre, je vous présente notre conférencière, Maître Sarah Kane. Donc, avocate chez Kane Lamar, elle se spécialise en droit municipal. Elle accompagne les municipalités, MRC et autres organismes publics dans leurs enjeux juridiques, tant en conseil qu'en litige, et agit comme procureure devant les tribunaux. Elle contribue activement à la formation des élus et des fonctionnaires municipaux en participant à des conférences et en rédigeant diverses publications adressées à une clientèle municipale. Donc, vous êtes entre bonnes mains. Donc, je cède la parole à Maître Sarah Kane. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Donc, je vais partager mon PowerPoint euh, pour la formation d'aujourd'hui. Alors, comme on l'indiquait là, en début de présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin. Puis aussi, avant de commencer, là, un petit point d'intendance. Euh, N'hésitez pas là, c'est ça, à poser vos questions, puis ça va me faire plaisir. Et n'hésitez pas aussi à garder vos caméras ouvertes. C'est toujours plaisant là, de savoir un peu à qui je m'adresse, puis d'avoir un peu de feedback, là, même si c'est en virtuel. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler des PRMHH, mais plus particulièrement des risques légaux d'associer à ça. On va commencer par une petite revue de l'élaboration des PRMHH. On va retourner un petit peu en arrière. Pour ceux que ça fait déjà un certain temps qu'ils travaillent là, avec les MRC dans le milieu, peut-être qu'il va y avoir un peu de répétition, mais je trouvais ça quand même important de recommencer à la base pour les nouveaux arrivés, puis pour que tout le monde soit un peu sur le même pied d'égalité pour les autres sections de la formation. On va parler ensuite des différents outils de mise en œuvre des PRMHH. On va les voir vraiment de façon sommaire. Comme je le dis, ce n'est pas l'objectif principal de la formation aujourd'hui, mais je veux quand même prendre le temps de les aborder. Le cœur de la formation d'aujourd'hui, c'est vraiment les recours judiciaires. Donc, c'est quoi le genre de poursuite auquel une MRC pourrait faire face? On va voir là, les différents types de recours. On va voir des cas de jurisprudence aussi, comment ça s'est passé selon certaines circonstances et tout ça. Donc, on va élaborer un peu là-dessus. Après la présentation, en fait, le comité va vous transmettre le PowerPoint. Puis j'ai demandé également là, s'il pouvait vous transmettre les décisions auxquelles je fais référence. Comme ça, vous n'aurez pas à aller les chercher en ligne. Donc, vous allez pouvoir avoir accès aux décisions que je cite dans le cadre de la présentation, si jamais ça vous tente d'aller les lire. On va terminer là, en parlant de certains préventions et de bonnes pratiques. Ça va être assez sommaire, mais c'est quand même important d'aborder la question. Alors, sans plus tarder, le PRMHH en bref. Alors, on commence à la base, à la colonisation, sans pour autant faire une chronologie complète de ce qui s'est passé depuis ce temps-là, mais depuis toujours, en fait, le développement humain entraîne la perturbation des milieux humides et hydriques. Et c'est quand même assez récemment qu'on s'y attarde davantage dans le but euh, de voir à protéger ces milieux-là, puis de reconnaître leur importance pour la population. Donc, au fil des décennies, avec le développement, les développements résidentiels, l'étalement urbain, euh, il y a de plus en plus de perturbations des milieux humides et hydriques. Et donc, on est venu qu'à se dire qu'il fallait bien faire quelque chose pour protéger ces milieux-là. Donc, dès 2008, il y a eu la publication d'un guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides et hydriques. On commence à en parler. Ça peut sembler rapproché, mais il ne faut pas oublier que la loi sur la qualité de l'environnement est quand même assez jeune, elle aussi. Donc, euh, c'est des lois quand même relativement récentes quand on pense à tout l'historique de développement sur le territoire. Donc, c'est quand même relativement récent qu'on parle de l'importance de protéger les milieux humides et hydriques. En 2008, c'était évidemment sur une base volontaire
les règlements municipaux étaient plus ou moins clairs à ce niveau-là. Il y en a qui allaient un petit peu plus loin que d'autres, mais ce n'était pas tellement clair, là, c'était quoi la portée des pouvoirs municipaux à cet égard-là. C'est plutôt en 2017 qu'il y a vraiment eu une modification au niveau de la législature provinciale qui est venue donner plus de pouvoir aux organismes municipaux, donc aux municipalités, de prévoir justement des dispositions pour voir la protection de l'environnement dans leur réglementation municipale. Mais c'est aussi en 2017 que la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, mieux connue comme la loi sur l'eau, qu'elle est entrée en vigueur, ben, en fait, qu'elle est venue nouvellement prévoir une obligation pour les MRC de élaborer et de mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, les PRMHH, ça fait depuis 2017 qu'on en parle, qu'on travaille là-dessus. Encore presque 10 ans plus tard, ça suscite quand même plusieurs questions. Puis, vous allez voir aujourd'hui, on n'a pas nécessairement toutes les réponses à ces questions-là. L'objectif, quand même, c'est de fournir certaines réponses aujourd'hui. La loi sur la qualité de l'environnement prévoit une définition des milieux humides et hydriques. Donc, ce sont des lieux qui se distinguent par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Donc, c'est une définition qui se trouve dans la LQE, la loi sur la qualité de l'environnement, mais bon nombre de municipalités prévoient également des définitions qui leur sont propres dans la réglementation municipale. On fait parfois référence à l'obligation d'aller chercher une expertise pour définir ces milieux-là. Et en fait, les définitions des milieux humides et hydriques vont varier selon les municipalités. Mais c'est important de comprendre qu'il y a quand même une définition globale qui se trouve dans la LQ. Quels sont les objectifs PRMHH? Donc, l'objectif premier, en fait, c'était d'amorcer une réflexion par rapport au développement territorial afin de tenir compte de ces milieux-là qui sont vraiment d'une importance capitale pour plusieurs raisons, mais dont la santé humaine, la santé des territoires, la protection de l'environnement, la faune, la flore. Donc, il y a vraiment une importance capitale à la protection des milieux humides et hydriques. Et donc, l'objectif du PRMHH, c'était d'obliger, en fait, les MRC à entreprendre une réflexion par rapport à ces milieux-là sur leur territoire. Il y a également un volet d'identification des milieux humides et hydriques. C'est sûr que ce volet d'identification-là, vous le savez, ou en fait, ben, je vous le dis, ce n'est pas une obligation d'aller faire des caractérisations sur le terrain. Vous n'êtes pas, en tant que MRC, dans l'obligation d'aller marcher sur l'entièreté de votre terrain pour aller découvrir les milieux humides et hydriques qui existent. C'est plutôt une obligation de tenir compte des outils existants qui sont mis à la disposition des MRC et de considérer ces milieux-là, puis de les évaluer, en fait. En fonction des outils qui sont disponibles ou des outils que vous aurez élaborés et des découvertes que vous aurez faites, le PRMHH aide là, en fait à planifier des actions pour la conservation des milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC. Donc, c'est vraiment un outil de planification. Ça, je vais le répéter et le répéter au courant de la formation. Donc, c'est vraiment un outil pour planifier les actions futures par rapport à ces milieux-là. Il y a 3 volets qui sont visés là, dans la loi sur l'eau. Donc, il y a le volet protection, conservation. Il y a le volet restauration écologique et il y a le volet aussi d'utilisation durable. Donc, c'est 3 aspects qui sont quand même distincts l'un de l'autre, mais qui sont sur lesquels la MRC a dû se questionner dans le cadre de l'élaboration de son PRMHH pour savoir, bon, bien, avec tel milieu humide et hydrique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vise plus la conservation, la restauration, l'utilisation durable? Est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais potentiellement créer des nouveaux milieux humides et hydriques? Est-ce que
C'est quoi la qualification de ces milieux-là? Donc, il y a plusieurs questions là, à se poser ou que vous vous êtes posées. Toutes les obligations légales, en fait, de la MRC par rapport au PRMHH se retrouvent dans la loi sur l'eau. Donc, pour savoir à quoi est-ce que la MRC est légalement tenue, c'est quoi ces obligations vraiment légales, obligatoires et coercitives, si on veut, pour lesquelles elle pourrait se faire euh, reprocher légalement quelque chose, ça se trouve vraiment dans la loi sur l'eau. Donc, dans cette loi-là, à l'article 15.3, on prévoit vraiment expressément que la MRC doit consulter certains organismes. Elle doit consulter les organismes de bassin versant, les tables de concertation régionale, les conseils régionaux de l'environnement et tout autre MRC qui a la responsabilité d'établir un PRMHH applicable à un même bassin versant. Donc, c'est vraiment les quatre organismes, je vais dire ça comme ça, qu'une MRC a vraiment l'obligation de consulter. Vous allez le voir là, tout à l'heure quand on va parler des recours judiciaires. Les MRC se font parfois reprocher là, de ne pas consulter, par exemple, la population, de ne pas avoir consulté certains résidents d'un secteur touché par les mesures là, qui seraient visées par les PRMHH. Sachez que la consultation citoyenne ne fait pas partie des obligations légales de la MRC. Il y a certainement un avantage à prévoir une stratégie plus globale, un peu plus large que ce que la loi prévoit au niveau des consultations, de la communication, mais au niveau vraiment des obligations légales, sachez que ça se limite vraiment à ce qui se trouve à l'article 15.3 de la loi sur l'eau. Par contre, comme je le disais, le fait d'avoir une plus grande transparence, une implication citoyenne, une concertation citoyenne, ça permet, là, je ne suis pas psychologue ou travailleuse sociale, mais selon l'expérience que j'ai, ça permet quand même aux citoyens de se sentir un peu plus impliqués puis d'être moins sous le coup de l'effet de surprise des nouvelles dispositions qui vont être issues de la mise en œuvre des PRMHH. Donc, en limitant l'effet de surprise, ben, ça augmente l'espèce de sentiment de confiance que les citoyens peuvent avoir envers la MRC. Euh, donc, une plus grande transparence, une euh, grande communication aussi, ça améliore nécessairement l'acceptabilité sociale des projets. Et qui dit acceptabilité sociale dit diminution des risques de poursuite. Parce que bien que, là, je vous dis que la MRC, elle a seulement que l'obligation de consulter les quatre organismes publics mentionnés à l'écran aujourd'hui. Un citoyen qui se sent lésé dans ses droits, qui se sent qu'on aurait dû le consulter puis qu'on ne l'a pas consulté, ben, en fait, rien ne l'empêche de poursuivre une MRC ou de poursuivre une municipalité. Donc, un citoyen qui se sent justement lésé dans ses droits aura beaucoup plus tendance à vouloir poursuivre, à tort ou à raison, là, dans le sens où il n'y aura peut-être pas de gain de cause, mais ça va quand même créer un sentiment d'injustice qui va donner lieu à un désir de intenter un recours en justice à l'encontre d'une MRC. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il va avoir gain de cause, mais ça va quand même faire en sorte qu'il y aura une procédure judiciaire de dépôt. Ça, ben, c'est des coûts, c'est du temps, c'est des choses sur lesquelles vous ne voulez pas nécessairement passer du temps alors que vous vouliez vous concentrer plutôt sur la mise en œuvre des PRMHH. Alors, une meilleure acceptabilité sociale diminue nécessairement les risques des recours judiciaires. Une acceptabilité sociale, par contre, je veux juste le préciser, là, parce que, bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Selon les circonstances là, des lieux où sont positionnés les milieux à protéger et des propriétaires, justement, de ces terrains-là,
ça se peut qu'il y ait des circonstances où vous pourriez faire tout de façon absolument parfaite et que vous seriez quand même là, assujetti à une poursuite si le propriétaire sent que ça vient limiter ses droits au niveau de ce territoire-là. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu, mais c'est quand même des petits conseils pour vous aider là, à minimiser les risques de poursuite. Parce qu'il faut vraiment le voir un peu en deux temps, là, je vais en parler un peu plus tard, mais il y a le risque de poursuite, donc un citoyen intente un recours. Puis là, ensuite, il y a également les risques que le citoyen ait gain de cause. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont quand même assez distinctes. Au niveau de la loi là, affirmant le caractère collectif des ressources en eau, on prévoit également ce qui doit se trouver dans le PRMHH. Encore une fois, certaines MRC ont décidé d'aller plus loin. Certaines MRC se sont regroupées ensemble également, donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a des MRC qui sont allés plus loin, ont inclus d'autres milieux naturels que les milieux humides et hydriques. Euh, donc, ça, c'est tout à fait légal, mais la base, vraiment, c'est ce qui se trouve là, à l'article 15.2 de la loi. Donc, il y a l'identification des milieux humides et hydriques et les descriptions des problèmes pouvant les concerner. Alors, on identifie, c'est ici qu'on voit là, vraiment l'identification des milieux à conserver, des milieux à être potentiellement restaurés et également l'identification des milieux humides qui devraient être visés par des mesures d'utilisation durable. On peut penser à la création, par exemple, de parcs, des modalités justement au niveau de la réglementation qui permettent d'assurer une certaine conservation des milieux tout en permettant une utilisation du terrain. Donc, c'est vraiment la manière dont les milieux sont identifiés au sens de la loi. Ensuite, il y a justement l'identification des milieux qui présentent un potentiel de création des milieux humides et hydriques, donc des milieux qui n'en sont pas encore, mais qui ont un potentiel d'être créés comme ça. Il y a le PRMHH doit également inclure un plan d'action présentant une liste d'interventions et un échéancier. La précision de ces interventions-là et de l'échéancier est évidemment laissée à la discrétion de la MRC, mais il n'en demeure pas moins que le PRMHH doit quand même inclure ce plan d'action-là. Donc, vous allez voir là, en consultant le PRMHH de certains de vos collègues, il y en a qui sont beaucoup plus élaborés, il y en a qui sont plus, qui se limitent plus aux obligations minimales de la loi. Mais dans tous les cas, tant que les obligations minimales de la loi sont respectées, vous êtes en conformité. Ensuite, on doit élaborer des mesures de suivi et d'évaluation du plan. Puis, de manière plus générale, là, le ministre identifie le contenu minimal dans son guide pour lequel, au niveau de la présentation, vous avez le lien. Puis, évidemment, que je suis pas mal certaine que toutes les personnes présentes ici l'ont déjà consulté au moins une fois. Donc, le ministre identifie là, les autres contenus. Comme on peut le voir justement dans la loi, il n'y a pas un exercice de création, par exemple, de cartographie. Il n'y a pas l'obligation d'aller marcher le territoire pour aller identifier les milieux humides et hydriques. On parle vraiment d'utilisation des outils existants qui sont mis à votre disposition, bien que, bien entendu, vous n'êtes pas empêché d'aller plus loin que ça. Au niveau de l'approbation, donc une fois que le PRMHH est fait, euh, en fait, il devait être déposé au ministère de l'Environnement pour le 16 juin 2022, si je ne me trompe pas. Puis, euh, par la suite, le ministère devait approuver là, ce plan-là ou émettre des commentaires. J'ai tenté de répertorier, là, voir, là, essayer de trouver un pourcentage là, des plans qui avaient été acceptés ou pas en date d'aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à trouver. Si jamais quelqu'un l'a donné, je serais quand même curieuse de la connaître. Mais je suis pas mal certaine, par contre, que ce ne sont pas nécessairement tous les plans qui, en date d'aujourd'hui, ont été approuvés. Donc,
encore un travail qui se continue, euh, alors que d'autres MRC ont quand même déjà le plan d'approuver, puis ont déjà également entamé la mise en œuvre de ce plan-là. Donc, dans tous les cas, il doit être adopté par la MRC et ensuite soumis au ministre. Donc, ça, j'ose croire que c'est déjà fait. Et le PRMHH est ensuite évalué et approuvé suivant le cadre d'analyse en place. Vous avez le lien ici là, pour ceux qui le cherchent, là, le cadre d'analyse, là. Donc, plus pour les nouveaux qui travaillent nouvellement là, avec des MRC ou les organismes publics également en lien avec ça, vous pouvez aller consulter là, le cadre d'analyse ici dans la présentation. Les objectifs principaux là, à respecter, c'est vraiment favoriser l'atteinte de l'objectif d'aucune perte nette. Quand on lit un peu plus là-dessus, on comprend vraiment que ce n'est pas une obligation d'atteindre euh, aucune perte nette, c'est vraiment un objectif. Donc, on favorise cet objectif-là, mais ce n'est pas une obligation de résultat. C'est vraiment de tenter de mettre les moyens en place pour y arriver, mais on n'est pas tenu nécessairement à un résultat. Ensuite, on doit assurer une gestion cohérente par les bassins versants et on doit aussi tenir compte des enjeux liés au changement climatique. Donc, ce sont des objectifs qui sont quand même assez généraux. Ensuite, une fois que le PRMHH est adopté et approuvé par le ministère de l'Environnement, qu'est-ce qui se passe? En fait, la MRC a l'obligation là, de s'assurer que son schéma d'aménagement et de développement est compatible avec le PRMHH. Donc, dans certains cas, il pourrait arriver que la MRC n'ait rien à faire, donc qu'elle n'ait pas à modifier son schéma parce que son schéma serait déjà compatible avec les objectifs qu'elle a mis en place là, via son PRMHH. Mais je pense que dans la majorité des cas, ça va impliquer là, un changement, une modification du schéma d'aménagement. Euh, Puis, à ma connaissance, il y a plusieurs MRC qui sont dans ce processus-là en ce moment, là. Donc, on est en train là, de travailler sur la mise en œuvre et la modification du schéma d'aménagement et de développement du territoire. Donc, dans ce schéma-là, on va, en fait, on va s'inspirer justement des modalités qui sont prévues dans le PRMHH pour effectuer les modifications qui sont utiles à la mise en œuvre du PRMHH. Il faut distinguer quand même la notion de compatibilité avec la notion de conformité. Donc, on va le voir dans quelques instants, mais le schéma d'aménagement doit être compatible avec le PRMHH, mais c'est un critère qui est un peu plus souple, je vais dire ça comme ça, que la notion de conformité entre un règlement municipal et le schéma de la MRC. Donc, il y a une distinction à faire. Ce n'est pas la même terminologie qui a été utilisée, puis c'était intentionnel de la part du législateur. Donc, la compatibilité, ce n'est pas nécessairement un exercice de conformité aussi strict que ce qui se passe entre les règlements locaux, municipaux et le schéma d'aménagement. Le PRMHH va faire l'objet d'un exercice de révision aux 10 ans et les municipalités, une fois que le schéma d'aménagement a été modifié, bien, seront tenues à leur tour, ils seront tenus de respecter le principe de conformité entre leur règlement d'urbanisme et le schéma, comme n'importe quelle autre modification qui aurait été faite dans le passé. Première décision, vous allez voir, on va en parler quand même souvent. D'ailleurs, pour le résumé des faits et des motifs et tout ça, je vais y venir un peu plus tard. Donc, je vais garder le suspense pour ceux qui ne connaissent pas encore cette décision-là. Mais sachez que la décision Tourbière-Lambert contre MRC Lac-Saint-Jean-Est, c'est la première et pour l'instant la seule décision qui traite vraiment de la question de la mise en œuvre d'un PRMHH, dans le sens où l'outil législatif qui était contesté dans cette décision-là, c'était vraiment le PRMHH. On contestait ce qui se retrouvait dans le PRMHH.
On va voir là, tout à l'heure là, un peu les motifs des deux parties, puis comment ça s'est déroulé. Mais pour l'instant, dans le contexte plus introductif des PRMHH, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que le PRMHH est un outil de planification. Donc, c'est vraiment un outil qui est général, qui est en haut de la... Quand on regarde ici, on y pense un peu en forme d'entonnoir, là, qui est vraiment en haut de l'entonnoir. Donc, on n'est pas du tout dans le spécifique. On est vraiment dans la planification. Et ça va dicter évidemment les actions de mise en œuvre qui vont s'en suivre, mais ça va déterminer justement les moyens à établir pour préserver là, les caractéristiques naturelles des milieux humides et hydriques. Mais le PRMHH n'a pas de conséquences immédiates et directes sur les citoyens. Donc, ça, la Cour l'a vraiment confirmé en 2024. Euh, alors, c'est un élément qui est très important à retenir. Donc, puis on va distinguer ça là, un peu aussi, le PRMHH, le schéma d'aménagement, le RCI dans le cadre des décisions judiciaires dont on va parler. On va voir quels outils ont réellement, selon la jurisprudence, un effet direct sur les citoyens et quels n'ont pas d'effet direct sur les citoyens. Puis ça va avoir une incidence au niveau des recours là, qui peuvent être entrepris. Alors, la mise en œuvre des PRMHH, on est pas mal là-dedans en ce moment, je dirais. Donc, d'où la création du fameux comité de mise en œuvre. Donc, une fois que le PRMHH est adopté, approuvé par le ministère, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. La loi prévoit là, que dans certaines circonstances, en fait, la MRC doit prendre les mesures de contrôle intérimaire requises pour assurer, là, si on veut, la protection des objectifs prévus par le PRMHH. Ça veut dire que certaines MRC, villes MRC, qui n'auront pas le choix d'adopter un RCI, un règlement de contrôle intérimaire, alors que d'autres n'auront pas nécessairement besoin de le faire. L'idée d'un règlement de contrôle intérimaire, euh, on va le voir un petit peu plus tard, là, mais c'est de venir bloquer, si on veut, dans l'immédiat, certains projets, le temps que les outils finaux soient mis en œuvre. Donc, la réglementation d'urbanisme au niveau local soit adoptée, ça peut prendre quand même un certain temps. Donc, le RCI vient protéger, si on veut, le travail de planification qui aura été fait par les MRC au niveau du PRMHH. Donc, on voit ici la prise d'effet du PRMHH, l'adoption d'un RCI, ça c'est un règlement de contrôle intérimaire, par la MRC. Ensuite de ça va découler la modification du schéma d'aménagement et le document complémentaire. On va en parler dans quelques instants, les distinguer, ces deux documents-là. De ça va découler ensuite la modification potentielle du plan d'urbanisme, si c'est nécessaire. Et ensuite, il y aura l'adoption ou la modification par la municipalité de différents règlements selon les modalités qui seront prévues dans le schéma d'aménagement, le document complémentaire et les objectifs du PRMHH. Donc, on parle ici des règlements relatifs à l'utilisation du sol, règlements sur les permis et certificats. Quand je parle de règlements à caractère discrétionnaire, je parle des règlements sur les PIA, les PAE. Donc, tous ces règlements-là qui viennent permettre au conseil d'évaluer des projets qui pourront être modifiés. Évidemment aussi, quand je parle de règlements relatifs à l'utilisation du sol, on pense à au règlement de zonage. Donc, tous ces règlements-là, ultimement, c'est ça qui va vraiment dire aux citoyens comment est-ce qu'il doit agir en fonction des objectifs qui auront été mis en place par le PRMHH. On a parlé de schéma d'aménagement et de documents complémentaires. Il y a certaines personnes ici qui vont dire, mon Dieu, tu sais, on, on le sait déjà, mais je trouve que c'est quand même important de le réitérer et de faire la distinction.
entre le schéma d'aménagement et le document complémentaire. Donc, le schéma d'aménagement, c'est vraiment l'assise juridique principale pour la mise en œuvre des PRMHH et MRC, parce que ça va vraiment assurer la liaison entre les orientations qui sont dans le PRMHH et la réglementation municipale. Donc, c'est vraiment ça qui permet de faire la connexion entre les deux outils qui sont fort importants. Donc, il faut vraiment s'assurer que le schéma est compatible et qu'il reprend vraiment les orientations qui auront été énoncées dans le PRMHH. Dans le schéma, en fait, on va également parler là, du document complémentaire, qui est un document qui va être annexé au schéma. C'est vraiment dans le document complémentaire que les municipalités vont se voir, peut se faire imposer des objectifs par la MRC pour fixer des normes minimales dans les règlements d'urbanisme. Donc, c'est vraiment dans le document complémentaire que la MRC va venir dicter aux municipalités qu'est-ce qui devrait se retrouver concrètement dans leur réglementation d'urbanisme. Cela découle évidemment des objectifs qui seront fixés dans les PRMHH. Et donc, il se pourrait que pour certaines MRC, il n'y ait peut-être pas grand-chose qui se retrouve dans ce document complémentaire-là. Il se pourrait que pour d'autres MRC, ça soit quand même assez très précis et contraignant, si on veut, pour les municipalités, à savoir là, qu'est-ce qui se retrouve dans le document complémentaire ou pas. Une municipalité, dans le cadre de son exercice de conformité au schéma, pourrait décider d'être plus sévère que, que ce qui se trouve au schéma ou au document complémentaire, mais ne pourrait pas décider de ne pas tenir compte de ce qui se trouve au document complémentaire. Donc, les municipalités, elles, sont vraiment liées. Il y a vraiment un lien de connexité, puis on va le voir là, quand on va parler des recours tout à l'heure, mais il y a vraiment une connexion, un lien juridique entre les municipalités et les MRC en ce qui a trait à ce qui se trouve au document complémentaire. Le contrôle intérimaire, j'en ai parlé un peu. C'est un pouvoir qui est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'article 68, entre autres. Autant les municipalités que les MRC peuvent adopter ce qu'on appelle justement le règlement de contrôle intérimaire. C'est un pouvoir qui est qualifié d'exceptionnel et temporaire. C'est vraiment un pouvoir règlement de contrôle intérimaire temporaire. Entre vous et moi, un règlement de contrôle intérimaire peut quand même être en vigueur pendant un certain temps. Il peut être renouvelé aussi à l'occasion, mais c'est jamais la finalité ultime, c'est jamais l'objectif final d'une MRC ou d'une municipalité que d'avoir un règlement de contrôle intérimaire qui dure à vitam aeternam. Donc, c'est vraiment un outil temporaire qui permet de maintenir un effet de gel qui, le temps que les outils permanents soient modifiés. Donc, l'idée, en fait, c'est d'éviter que dès le début d'un changement, un citoyen vienne, par exemple, déposer une demande de permis pour bâtir, construire quelque chose qui, à l'heure actuelle, est permis, mais qui, en fonction des nouveaux outils à être mis en place, serait désormais interdit. Donc, l'idée, c'est du contrôle intérimaire, c'est de venir geler ça pour éviter qu'il y ait des demandes de permis qui soient déposées de manière frénétique et qui viennent un peu bousiller les efforts qui auraient été faits par les MRC au niveau de l'élaboration du PRMHH. Donc, c'est de venir un peu protéger le travail des MRC, puis permettre de continuer le processus de réflexion, puis de ne pas adopter tous les outils de façon hyper précipitée, de manière à ce que ça ait un impact direct sur la population le plus rapidement possible. Donc, ça vous permet quand même de prendre le temps de bien faire les choses. Mais c'est important de comprendre que justement, c'est un pouvoir qui est exceptionnel et temporaire. C'est en fait un des seuls outils. Il y a d'autres règlements, évidemment, que la MRC peut appliquer qui ont un impact sur les citoyens, mais le RCI, le règlement de contrôle intérimaire, c'est un des seuls outils législatifs à MRC qui a un impact direct sur les citoyens. Donc, les citoyens, ils ont
ils ont l'obligation de respecter ce qui se trouve dans le RCI. Alors, c'est le principe là, qui ressort de la décision de la Cour d'appel de 1992. Là, c'est vraiment la décision de principe à cet effet-là. On indique là, dans Saint-Michel-Archange là, que contrairement au schéma d'aménagement, la population est vraiment liée par les règlements locaux d'urbanisme et par le règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté en vigueur pendant l'élaboration du schéma d'aménagement et de développement du territoire. Donc, c'est vraiment l'outil légal qui permet de venir mettre une pause sur les projets qui seraient visés par le schéma. Ensuite, qui ressort également là, de la décision 9201 Québec Inc. De 2019 de la Cour d'appel, c'est que le règlement de contrôle intérimaire euh, de la MRC a vraiment un effet, en fait, il prime sur les règlements municipaux. Donc, si le règlement municipal dit oui et que le RCI dit non, bien, la réponse sera non. Donc, ça vient vraiment là, assurer là, la protection des objectifs qui sont visés par la modification du schéma. Comme je le disais, il y a certaines MRC que pour elles, ça va être en fait obligatoire d'adopter un règlement de contrôle intérimaire parce que la loi sur l'eau prévoit là, que la MRC doit prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon le contexte dans lequel elle se trouve. Donc, le schéma d'aménagement de la MRC prévoit déjà, en quelque sorte, les normes qui sont ciblées par le PRMHH. Il n'y a pas grande modification qui sera nécessaire. Bien, le règlement de contrôle intérimaire ne sera pas nécessaire non plus parce que on ne vient pas, par exemple, augmenter la superficie là, des milieux à protéger. Si le constat d'une MRC, dans le cadre de l'élaboration de son PRMHH, c'est ben, coudonc, mon schéma protégeait déjà, visait déjà les milieux pertinents à protéger et la réglementation municipale était déjà assez stricte pour venir protéger ces milieux-là. J'ai pas grand-chose à faire. Ben, cette MRC-là n'aura pas besoin d'adopter un RCI. Alors, et puis il y en a là, des PRMHH qui viennent un peu dire ça. Dire, ben, ce que je faisais, c'était déjà bien. J'ai déjà ciblé les milieux importants. Et le reste, ben, je vais laisser la place au développement commercial, résidentiel, peu importe. Puis la manière dont je le faisais, ben, c'est justement compatible avec le PRMHH. Donc, les MRC qui se trouvent dans ces circonstances-là n'auront pas besoin d'adopter un RCI. Par contre, les MRC qui se rendent compte que via l'élaboration du PRMHH, que leur, leur schéma d'aménagement ne prévoyait pas vraiment beaucoup de mesures pour assurer la protection des milieux humides et hydriques d'importance. Euh, il y a vraiment du travail à faire. Bien là, dans ces circonstances-là, le RCI deviendra un outil euh, très important pour que les efforts au niveau de l'élaboration du PRMHH et du schéma d'aménagement soient respectés et puissent être mis en œuvre. Puis que les milieux ne soient pas détruits avant que ça transparaisse dans les règlements municipaux. Là, on parle, dans le contexte d'aujourd'hui, là, on se concentre davantage sur les MRC, c'est sûr, mais sachez là, que les municipalités aussi peuvent adopter des mesures de contrôle intérimaire. Donc, le temps là, que leur règlement d'urbanisme soit adopté, les municipalités aussi peuvent adopter des règlements de contrôle intérimaire. Et il y aura également là, un effet de gel suivant les avis de motion des municipalités. Donc, il y a différentes mesures de protection qui existent là, pour s'assurer là, que, ultimement, les objectifs visés puissent être mis en œuvre concrètement sur le territoire. Donc,
La section principale, si on veut, de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment pour parler des recours judiciaires. Euh, on les a divisés là, justement selon le type de recours judiciaire. Donc, on va parler du pourvoi en contrôle judiciaire tout d'abord. Ensuite, on va parler de la question de l'expropriation déguisée. Pour terminer là, avec la notion d'appel en garantie, qui est une notion quand même plus juridique, mais que je jugeais importante là, à aborder dans le cadre de de la présentation d'aujourd'hui. Je vais juste prendre une petite seconde pour regarder, même si je sais que je ne suis pas censée, regarder le chat, voir s'il n'y a pas des petits éléments là, que je devrais préciser rapidement. Mais non, je vais les préciser à la fin. Alors, le pourvoi en contrôle judiciaire, qu'est-ce que c'est? Euh, pour moi, c'est quelque chose avec lequel je travaille quand même souvent. Là. Je suis souvent confrontée à ce genre de recours-là, mais quand on ne connaît pas ça, on voit ça, mais pourvoi en contrôle judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le recours qui est exercé contre l'administration publique, donc MRC, municipalité, donc tout ça, ça fait partie de l'administration publique, afin d'assurer la légalité de ces actions. Un citoyen qui juge qu'une MRC aurait commis une illégalité pourra intenter ce qu'on appelle le pourvoi en contrôle judiciaire. Dans le temps, ça s'appelait entre autres le recours en mandamus, le recours en nullité. Donc, il y avait différents noms là, à ces recours-là. Puis en 2014, si je ne me trompe pas, il y a eu le nouveau Code de procédure civile et tous ces différents recours-là se sont retrouvés sous le même chapeau avec le titre pourvoi en contrôle judiciaire. Donc, je le dis là, pour ceux qui auraient peut-être déjà vécu certains recours là, avant 2014. C'est vraiment là, le pourvoi en contrôle judiciaire maintenant que ça s'appelle, mais ça regroupe là, plusieurs catégories, là, si on veut, d'actions. Donc, un citoyen qui intente un recours en pourvoi en contrôle judiciaire, ça se fait devant la Cour supérieure. Donc, au Québec, il y a la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel, il y a des cours municipales aussi. Donc, ça, c'est vraiment strictement devant la Cour supérieure que le pourvoi en contrôle judiciaire s'intente. Et ça vise essentiellement à faire déclarer nul ou inopposable un règlement ou une résolution municipale. Donc, on peut tout de suite penser à un citoyen, justement, qui souhaite faire déclarer nul un PRMHH, un schéma d'aménagement, un règlement municipal. Bien, le véhicule juridique à utiliser pour obtenir ces conclusions-là, c'est vraiment le pourvoi en contrôle judiciaire. Dans le cadre de vos occupations quotidiennes, là, ça peut également, s'il y a des gens des municipalités ici, ça va être aussi là, les contestations des règlements municipaux, contestation, par exemple, des résolutions qui octroient une dérogation mineure, contestation aussi quand il est question des règlements à caractère discrétionnaire comme les PIA, les PAE. Donc, si une municipalité refuse, par exemple, un projet, elle refuse d'émettre un permis. Donc, ce genre de refus-là, ou au contraire, une municipalité qui accepte un projet, mais qu'un citoyen X dit, mon Dieu, il n'aurait pas dû accepter ce projet-là. Des fois qu'on veut contester une décision de l'administration, ça va être fait via un pourvoi en contrôle judiciaire. Dans la loi, en fait, dans le Code de procédure civile, on prévoit que ça doit être intenté dans un délai raisonnable. Ça fait un peu couler beaucoup d'encre, si on veut, au niveau des tribunaux. Parce que le principe de base au niveau du délai raisonnable, c'est vraiment 30 jours. Donc, normalement, les personnes qui veulent contester une décision ont 30 jours à compter de l'adoption de cette décision-là. Donc, 30 jours à compter de l'adoption de la résolution, à compter de l'adoption du règlement. Par contre, il y a parfois justement certaines exceptions qui peuvent être faites, par exemple, dans le cas où il y aurait des communications qui ont lieu avec l'administration municipale qui pourrait laisser croire que le dossier se réglerait, mais que finalement, ça ne se règle pas. Donc, on peut parfois là,
étirer le délai plus que 30 jours. Mais sachez que c'est normal qu'on parle souvent d'un délai raisonnable dans les décisions faites d'un pourvoi en contrôle judiciaire. Puis la norme, c'est vraiment le 30 jours. Puis si on est à plus que 30 jours, il faut le justifier, il faut donner des explications. Quand quelqu'un va contester une décision de l'administration municipale, les principaux arguments, en fait, puis c'est là où justement, là, avant, il y avait plusieurs types de recours, puis là, c'est tout le même chapeau du pourvoi en contrôle judiciaire. Euh, les principaux arguments, en fait, là, ça va être que la municipalité a fait passer sa compétence pour adopter un règlement. Par exemple, on le sait, les MRC et les municipalités ont des compétences qui leur sont déléguées par le gouvernement provincial, mais si ils légifèrent sur des domaines qui ne leur appartiennent pas, comme par exemple la navigation, qui est de compétence fédérale, ben, à ce moment-là, on pourra dire que le règlement est ultra vires. Donc, si dans les mesures de protection, par exemple des milieux humides et hydriques, une MRC dit la navigation est interdite, par exemple, sur le lac Memphremagog. On veut le protéger et on interdit toute navigation sur ce lac. Ben, alors là, très certainement qu'il y aurait un risque de contestation et on pourrait invoquer le fait que la MRC a fait passer sa compétence en interdisant la navigation sur un lac parce que ça fait partie des compétences fédérales. Donc, la MRC n'aurait pas le droit de venir là, mettre cette interdiction-là pour protéger là, le lac Memphremagog. Il y a d'autres domaines là, justement qui font partie strictement des compétences fédérales, comme l'aviation, la télécommunication. Mais la navigation, je trouve que dans le domaine des milieux humides et hydriques, c'est quand même pertinent de comprendre que ça fait partie là, justement des compétences fédérales. Ensuite, un autre argument qui est souvent invoqué là, quand il y a un pourvoi en contrôle judiciaire, c'est le fait que la municipalité ou la MRC a adopté un règlement discriminatoire ou imprécis. Donc, quand une MRC ou une municipalité réglemente quelque chose, elle ne doit pas le faire de façon discriminatoire et les normes qu'elle établit doivent être établies en fonction de critères qui sont objectifs et non pas subjectifs. C'est-à-dire que ça ne peut pas viser strictement une entreprise ou un promoteur précis. Ça doit s'inscrire dans une réflexion qui est globale à l'échelle du territoire et non pas pour interdire un projet X qui ne fait pas son affaire. Donc, il ne doit pas y avoir un aspect de discrimination à l'égard de certains citoyens et le règlement doit être suffisamment précis pour qu'un citoyen puisse le comprendre. Les tribunaux sont venus dire qu'un règlement qui était imprécis à un point tel qu'il était incompréhensible, que le citoyen ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'on attendait de lui, puis quelles normes il devait respecter, ça pouvait lui devenir inopposable. Donc, la norme ne serait pas applicable à lui parce qu'elle est tellement imprécise que, il ne sait pas sur quel pied danser. Donc, ça peut être un motif là, invoqué. Donc, d'où l'importance là, de justement prendre le temps de bien faire les choses, puis de prévoir des normes qui soient claires, précises, compréhensibles. Puis avec ça vient également le volet communication, transparence dont je parlais tout à l'heure. Si les citoyens comprennent l'objectif de la MRC et des municipalités, s'ils comprennent justement c'est quoi la norme qui est visée, la raison d'être, je ne peux pas dire qu'ils vont dire ah, parfait, aucun problème, mais dans tous les cas, mais ça peut aider quand même à la compréhension de la décision municipale. Euh, il y a quand même beaucoup de litiges qui existent parce qu'il y a soit un problème de communication entre le citoyen et l'organisme municipal ou il y a encore plus souvent un problème de compréhension du citoyen des normes. Parfois, bon, ça repose uniquement sur les citoyens. Les normes sont très claires, mais le citoyen ne comprend pas. Donc, ça l'arrive. Mais en fait, pour limiter justement les risques des recours, prévoir des normes claires et précises, euh,
facile à comprendre, au besoin de faire des fiches d'information, de la vulgarisation, ça l'aide. Donc, même si votre règlement n'est pas illégal en soi parce qu'il est tellement imprécis, si vous le savez que c'est des normes qui sont complexes et difficiles à comprendre, le fait de prévoir des outils de vulgarisation, bien, c'est sûr que ça peut aider à minimiser les risques de recours. Ensuite, un autre argument qui est invoqué, puis ça, je dirais que c'est quasiment le plus facile à éviter, là. C'est la municipalité ou la MRC qui n'a pas suivi la procédure d'adoption des règlements municipaux et les consultations publiques nécessaires. Donc, on le voyait tout à l'heure, puis c'est pour ça que je trouvais que c'est important de revenir à la base si on veut parler des normes dans la loi sur l'eau. La loi sur l'eau prévoit certaines obligations pour les MRC. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vraiment important de respecter justement ces normes-là parce que c'est vraiment la base à respecter. Et si une MRC, par exemple, n'avait tenu aucune consultation, et là, à ce moment-là, un citoyen aurait potentiellement eu assez d'assises juridiques pour venir contester un PRMHH en disant ce PRMHH-là, il est illégal parce qu'il n'y a eu aucune consultation de tenue. Les organismes de bassin versant n'ont pas été consultés. Les autres organismes ciblés à la loi n'ont pas été consultés. Et ça pourrait avoir une incidence légale sur la validité du PRMHH. Au même titre que les règlements municipaux, les règlements des MRC, si on ne suit pas la procédure d'adoption qui est prévue dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc là, je ne ferai pas une, une révision là, de la procédure d'adoption d'un règlement d'urbanisme parce qu'on en aurait pour longtemps. Mais vous le savez, là, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit la nécessité de tenir des consultations, différentes étapes d'adoption de la réglementation. Tout ça, c'est extrêmement important à suivre parce que ça peut faire tomber un règlement qui autrement serait valide. Donc, vraiment, là, ça, c'est quelque chose qui est quand même, en fait, à la fois très difficile à comprendre parce que la procédure est tout sauf simple. Mais une fois qu'on s'établit un échéancier clair, ben, c'est facile à suivre. Puis c'est important de le suivre parce que justement, le fait de ne pas le suivre, ça peut avoir un effet sur la validité du règlement qui s'ensuit. Donc, ça, c'est le petit résumé là, de ce qu'est un pourvoi en contrôle judiciaire, parce qu'on va en parler quand même plus amplement dans les minutes qui suivent. Justement, on est rendu à nouveau à l'affaire Tourbière-Lambert, dont j'ai parlé là, il y a quelques minutes. Donc, Tourbière-Lambert, c'est, comme je le disais, là, la première et unique décision qui porte le PRMHH là, de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Donc, en fait, par un pourvoi en contrôle judiciaire, justement, donc l'action qui vise à contester la légalité d'un outil, en l'occurrence, c'était le PRMHH. Donc, Tourbière demande la nullité du PRMHH qui a été adopté par la MRC et qui avait été approuvé par le ministère de l'Environnement. Donc, ce n'est pas parce que nécessairement votre PRMHH est approuvé par le ministère de l'Environnement que nécessairement ça ne peut pas faire l'objet d'un recours. Comme je vous disais, il y a deux choses. Il y a est-ce qu'un citoyen peut intenter un recours? La réponse à ça, c'est toujours oui. Est-ce que le citoyen peut gagner un recours? Ça dépend. Donc, dans le cas de Tourbière-Lambert, la réponse était non. Le citoyen, dans ce cas-là, n'a pas gain de cause. Donc, je vous vends le punch avant les explications pour que vous puissiez comprendre un peu tout ça. Donc, on élabore ici, là, sommairement, là, évidemment, là, mais la position de Tourbière. En fait, il y avait plusieurs arguments. Là, je les ai résumés, là, puis je ne parle pas non plus. Là, le gouvernement était également impliqué là, dans cette affaire-là, là, donc j'ai vraiment synthétisé l'information. La décision n'est pas tellement longue, difficile à comprendre, là, donc si vous êtes curieux, vous l'aurez dans le courriel qui va suivre la présentation. Mais donc, ce que Tourbière indiquait, c'était que la MRC ne doit pas considérer les terres publiques sur lesquelles Tourbière exploite la tourbe ni les droits miniers octroyés par le ministère des Ressources naturelles.
Donc, considérant que Tourbière-Lambert exploitait sa tourbe sur des terres publiques, il disait que ça ne l'aurait pas dû faire partie de l'analyse dans le cadre du PRMHH. Il n'aurait pas dû être visé par ça. Il alléguait également que la MRC commettait certaines erreurs factuelles. Il disait aussi que le ministère de l'Environnement n'avait pas respecté la méthodologie des critères d'analyse et que la MRC n'avait pas tenu de consultation. Ce qui était intéressant, puis là, je le souligne, là, même si ce n'est pas écrit, c'est que dans les faits, la MRC avait tenu les consultations obligatoires en vertu de la loi, mais Tourbière-Lambert spécifiquement n'avait pas, lui, été consulté. Donc, il ne faisait pas partie là, des organismes qui auraient dû être consultés et il n'avait pas été consulté alors qu'il disait qu'il y aurait eu des choses à dire. Donc, il reprochait ça là, à la MRC. La MRC, elle, ce qu'elle disait, avec raison, elle n'a pas fait défaut de respecter les règles d'équité procédurale à l'égard de Tourbière. Donc, essentiellement, elle disait que bien qu'elle n'a pas consulté Tourbière, elle n'avait pas l'obligation de le faire. Elle disait qu'elle a tenu compte des droits détenus sur son territoire par Tourbière. Donc, elle en a tenu compte, mais le fait de tenir compte de quelque chose ne veut pas nécessairement dire le fait de donner droit à quelque chose. Donc, on peut tenir compte d'une opinion puis dire, ben, j'en tiens compte, mais je vais aller dans le sens contraire de ce qui. La même chose vaut pour les consultations. Donc, si vous tenez des consultations puis qu'il y a des citoyens qui sont en désaccord, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez absolument suivre l'opinion des citoyens qui sont en désaccord. Le fait de tenir des consultations, ça permet aux gens de se faire entendre, mais ça ne vous oblige pas à suivre les opinions de tous. Donc, elle en a tenu compte. Et ensuite, là, elle est venue indiquer que le PRMHH est conforme aux exigences de la loi sur l'eau. Et il s'agit d'un document de planification sans portée directe sur les citoyens. Et c'est ça vraiment l'essence du jugement essentiellement. Donc, au niveau des conclusions recherchées, qu'est-ce que Tourbière-Lambert voulait faire avec son recours? Donc, il voulait faire plusieurs choses. J'ai reproduit là, les conclusions recherchées ici là, à l'écran. Donc, il avait déclaré que la MRC devait tenir compte des droits détenus sur son territoire par Tourbière. Donc, c'est des conclusions qui sont surtout de nature déclaratoire, comme vous pouvez constater. Déclarer que le PRMHH n'est pas conforme aux exigences de la loi sur l'eau et qu'il ne pouvait être approuvé par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est pour cette raison-là, entre autres, que le ministère de l'Environnement également était impliqué dans le recours. Donc, il disait que le ministère de l'Environnement n'aurait pas dû approuver le PRMHH. Il voulait également obtenir une conclusion à l'effet que le PRMHH, la MRC omet de tenir compte des droits détenus sur son territoire. Déclarer que la MRC a fait défaut de respecter les règles d'équité procédurale à l'égard de Tourbière. Ça, c'est vraiment en lien avec l'obligation de consultation que Tourbière essayait de faire valoir, mais que finalement, la Cour est venue dire que les obligations de consultation, c'est vraiment ce qui se trouvait dans la loi que je vous ai énoncé tout à l'heure. Et donc, en conclusion, Tourbière-Lambert voulait faire déclarer invalide le PRMHH et l'approbation du PRMHH par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est ça qui était recherché dans cette affaire-là. Puis, au niveau des motifs de la décision, ça vaut pour Tourbière-Lambert, mais ça vaut pour, je dirais, la majorité des décisions qui touchent des règlements municipaux, des schémas d'aménagement, tout ce qui fait partie là, de l'appareil politique des MRC. Le tribunal va toujours réitérer qu'il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la validité des orientations politiques. Les tribunaux reconnaissent vraiment le pouvoir des MRC et des municipalités de prendre les décisions politiques qui leur appartiennent. Les tribunaux ne vont pas s'immiscer dans les décisions politiques pour savoir est-ce que c'était une bonne idée, est-ce qu'il aurait fallu protéger ce milieu-là au lieu de ce milieu-là. Les tribunaux ne vont pas aller se mouiller là-dedans parce qu'ils reconnaissent que l'expertise terrain, en fait, elle appartient
à l'administration publique, donc elle appartient au MRC et aux municipalités, et qu'au-delà de l'expertise terrain, aux tribunaux de se pencher sur l'opportunité de prendre une décision X versus une décision Y. Ils vont vraiment plus se concentrer sur est-ce que cette décision-là euh, fait partie de l'univers des possibilités d'une décision? Est-ce que cette décision-là est discriminatoire? Est-ce que ce règlement-là a été adopté de mauvaise foi? Donc, c'est vraiment plus ça les critères qui vont être analysés versus c'était-tu la meilleure idée ou pas? Donc, à cet égard-là, les tribunaux, ils vont vraiment prendre un pas de recul puis ils vont faire preuve de ce qu'on appelle de déférence. Donc, ils vont vraiment laisser la place aux organismes municipaux pour qu'ils puissent faire leur politique, si on veut. Donc, le tribunal ne peut supposer de quelle manière le PRMHH sera mis en œuvre. Donc, au niveau de ce recours-là, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ben, le PRMHH n'était pas encore mis en œuvre. Donc, on n'était pas rendu justement à l'adoption du schéma d'aménagement, des règlements d'urbanisme locaux. Donc, il n'y avait pas encore un effet direct. Et donc, la Cour venait dire, ben moi, je ne peux pas deviner comment est-ce que la MRC et les municipalités vont décider de mettre en œuvre le PRMHH. Et pour l'instant, ben, le PRMHH demeure une vision pour maintenir, protéger et améliorer les milieux humides et hydriques et n'a donc aucune conséquence immédiate dans la vie des citoyens. Donc, il ne vient pas dire que c'est impossible qu'il y ait un recours en lien avec l'adoption d'un PRMHH. Le tribunal ne vient pas dire que c'est impossible qu'il y ait un recours, par exemple, contre une municipalité qui adopterait un règlement de zonage qui est lié au PRMHH. Le tribunal vient plutôt dire que à ce moment-là, le PRMHH n'avait pas encore d'effet sur les citoyens et donc le recours était en quelque sorte prématuré. Et donc, ce n'est qu'au moment de la mise en place de cette vision que le tout pourra être à nouveau, potentiellement ou pas, soumis au tribunal. Comme je le disais, je reviens à la distinction qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut être poursuivi, puis est-ce qu'on peut gagner? Donc, c'est vraiment deux choses qui sont distinctes. Le tribunal réitère également que les personnes qui doivent être consultées sont prévues dans la loi et c'est vraiment ces personnes-là pour lesquelles la MRC a une obligation légale de consultation et confirme là, que la MRC avait respecté ses obligations procédurales, qu'elle avait consulté les bons organismes et que le PRMHH, là, bon, il cadrait avec les objectifs de la loi. Alors, le tribunal a refusé d'intervenir. Il me reste cette petite diapo-là, puis après, je proposerais qu'on prenne une petite pause pour revenir là, pour la suite de la formation. Donc, c'est un recours qui est quand même intéressant aussi. Une décision qui est intéressante qui date de 2019. Dans ce cas-là, c'était la consultation la consultation, pardon, la contestation d'un règlement de contrôle intérimaire qui était adopté par la MRC de Montmagny. Alors, ce RCI-là était visé à la protection des rives du littoral et des plaines inondables. Euh, ce que l'entreprise alléguait, là, c'était que c'était une expropriation déguisée. Donc, il y avait un volet, si on veut, de expropriation déguisée qu'on va voir dans quelques instants. Mais il y avait également un volet là, de nullité, si on veut, du RCI qui était invoqué. C'est pour ça que j'ai mis cette décision-là dans la section pourvoi en contrôle judiciaire. Donc, essentiellement, ce RCI-là empêchait la réalisation d'un projet de résidence secondaire aux abords de la rivière. Donc, essentiellement, l'endroit où cette entreprise-là voulait faire son projet, c'était une zone qui était inondable. Et le RCI, il y avait eu plusieurs modifications législatives. En fait, à certains moments, le projet aurait peut-être pu être permis, mais là, le RCI est venu faire en sorte que le projet ne soit pas permis. Le tout, évidemment, dans l'objectif de protéger, si on veut, les citoyens et de prévenir aussi le fait que certaines constructions soient établies dans des zones inondables pour être ensuite détruites. Donc,
Encore une fois, comme je le mentionnais pour la décision de Tourbière-Lambert, la Cour supérieure réitère qu'il ne lui revient pas d'évaluer l'opportunité des décisions de l'administration et qu'elle doit une importante déférence aux décisions municipales. Cette phrase-là, vous allez la voir dans presque tous les jugements. Donne gain de cause ou pas, la Cour supérieure réitère toujours ce principe-là. Et donc, c'est vraiment pour se rappeler là, que l'administration, elle a quand même la latitude nécessaire pour mettre en œuvre ses décisions, puis pour prendre les décisions qui lui semblent les plus justes en fonction de l'information qu'elle a. Donc, pas à elle de regarder l'opportunité des décisions. Est-ce que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision? C'est-tu la meilleure façon de protéger, de légiférer par rapport aux zones inondables ou pas? C'est pas ça qui doit être soumis là, au tribunal. On réitère encore une fois que la personne qui conteste un règlement municipal doit démontrer son caractère déraisonnable. Donc, c'est vraiment ça l'objet du pourvoi en contrôle judiciaire. Est-ce que c'était de mauvaise foi? Y a-t-il une question de fraude, d'abus de droit, de discrimination, de dire non juste parce qu'on n'aime pas la personne? Y a-t-il vraiment un aspect déraisonnable qui doit être évalué? Puis c'est vraiment dans ces circonstances-là que le règlement pourra tomber, risque de tomber. Donc, dans le cas qui nous occupe, il y a également eu une évaluation à savoir est-ce que les procédures légales, est-ce que les étapes légales pour l'adoption du RCI ont été respectées? La réponse était oui, mais comme je l'ai dit, ça, c'est super important de toujours s'assurer de respecter les étapes qui sont prévues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est des technicalités, mais ça peut quand même avoir une incidence sur la validité d'un règlement. Et dans ce cas-ci, les défendresses ont agi avec transparence et non pas de manière discriminatoire, ils ont agi de bonne foi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient dire que la sécurité du public domine et supplante tout autre intérêt de quelque nature que ce soit. En lisant la décision, plus un commentaire vraiment éditorial, je vais dire ça comme ça, je trouvais que la Cour avait laissé une belle ouverture, si on veut, à la MRC pour venir décider de la meilleure manière de protéger en quelque sorte les citoyens. Puis ils ont vraiment fait le lien entre euh, la mesure contraignante imposée par rapport à l'interdiction de construire dans les zones d'inondation et le pendant que ça fait, l'effet que ça a sur les citoyens, c'est-à-dire que ça vise leur protection, ça vise vraiment la protection du public. Et on dirait qu'en lisant cette décision-là, je trouvais que la Cour avait été quand même, comment dire donc, j'essaie de le dire d'une manière. Euh, en fait, c'est que je souhaite que dans les prochaines années, il y ait une aussi grande ouverture des tribunaux par rapport à la protection des milieux humides et hydriques pour voir à l'intérêt justement des citoyens en ce lien-là. J'espère que la Cour aura la même ouverture pour les MRC en lien avec la protection des milieux humides et hydriques qu'elle avait dans cette décision-là pour la protection justement des zones inondables. Ultimement, elle a compris que l'objectif de la MRC en lien avec l'adoption de cette norme-là, c'était la protection du public. Et dans le cas du PRMHH et des milieux humides et hydriques, la protection de ces milieux-là, bien, ça aussi, selon moi, ça vise le bien-être des citoyens. Puis je pense que c'est important quand même d'en tenir compte. Comme je vous disais, c'est un commentaire un peu éditorial, mais je pense que c'est quand même important de le considérer. Puis cette décision-là allait un peu dans ce sens-là. Donc, le fait qu'on vienne dire que la sécurité du public domine et supplante tout autre intérêt de quelque nature que ce soit, peut-être que dans les années à venir, on va voir un commentaire de ce genre-là, mais par rapport à la protection de l'environnement ou des choses comme ça. Donc, pour ces raisons-là, le recours est rejeté. Et un autre élément que je veux mentionner par rapport à cette décision-là qui était quand même important, c'était le fait que la Cour reconnaît qu'il était raisonnable pour la MRC, la municipalité, de croire au potentiel d'inondation, et ce, même si elle n'avait pas d'expertise à ce sujet-là. Donc,
la Cour a jugé que l'administration municipale avait assez d'informations pour en venir à la conclusion qu'il y avait vraiment un risque d'inondation, et ce, même si elle n'avait pas fait faire une expertise particulière en la matière. Donc, c'est quand même intéressant à ce niveau-là parce que, bon, on ne peut pas toujours aller chercher des expertises sur tous les sujets. Et donc, là, les faits étaient assez parlants d'eux-mêmes pour conclure là, que la décision était raisonnable. Alors, comme je le disais, je pense que ça pourrait être un bon moment pour prendre une petite pause. Puis, on va parler ensuite là, du recours en expropriation des biens.